Bonjour, bienvenue sur Cyber Anonymat, votre tremplin incontournable pour maîtriser le monde du numérique, de la théorie jusqu'à la pratique et du débutant jusqu'à l'expert en cybersécurité, réseau télécommunications et intelligence artificielle. Voilà, nous y voici maintenant sur notre partie 3 qui est la cybersécurité offensive. En module 1, on va voir groupe d'acteurs malveillants. Donc ici, on va identifier les profils, les motivations et les techniques et des cybermenaces modernes. Voilà. Introduction. Qui sont les acteurs malveillants? Voilà. Un acteur malveillant est une entité, individu ou groupe représentant une menace active pour la cybersécurité par sa volonté de contourner les protections à des fins illégales. Voilà, c'est ça, on appelle un acteur malveillant. Ok, donc on va voir les 5 groupes des acteurs. Voilà, le premier groupe, ce sont les amateurs. Qui sont les amateurs? Les amateurs sont des pirates débutants utilisant des scripts automatisés sans compréhension profonde. Voilà, c'est eux là qu'on appelle les amateurs. On a les activistes. Les activistes, eux, ils ont une motivation idéologique ou politique. Donc, leur action vise à collecter des données à grande échelle. On a les utilisateurs internes. Les utilisateurs internes, ça peut être un collaborateur ayant des droits d'accès et agissant avec malveillance. Voilà, c'est comme si vous avez votre entreprise et il y a un de vos employés que vous avez chassé et que vous n'avez pas encore changé les mots de passe d'administration, les mots de passe système, les mots de passe des plateformes et que ce employé mécontent a décidé de s'en servir pour détruire votre système. Voilà. Donc, n'oubliez pas, lorsque vous chassez un employé, changez immédiatement ses identifications. Et on a les organisations criminelles lucratives, hiérarchisées, utilisant le dark web pour monétiser les attaques. Voilà. Donc, beaucoup des organisations criminelles, voilà, utilisent le dark web. Bon, je ne vais pas dire le nom des navigateurs que les organisations criminelles ont l'habitude d'utiliser, ni de donner le nom des sites des dark web. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a des organisations criminelles qui travaillent sur le dark web. Donc, s'il y a un conseil ici, c'est de donner aux amateurs. C'est pas parce que tu es amateur, tu n'as pas la connaissance que ce que tu vas faire ne va pas porter des effets ou des conséquences. Et en tant qu'amateur, si tu arrives à détruire le serveur ou à suspendre l'activité d'une entreprise et qu'on arrive à te tracer, voilà, on peut t'emprisonner, voilà. Donc, il faut faire très attention à cela. Et on a le hacker d'État qui est soutenu par des nations qui sont financées et voilà pour faire des cyberattaques ou bien pour faire de l'espionnage industriel sur des pays en développement, des pays industrialisés, voilà. Et à la fin vient le chercheur éthique. Le chercheur éthique, c'est le hacker bienveillant qui protège les systèmes et les données. Donc, le but de notre formation en cybersécurité, c'est pour sensibiliser, motiver les gens à devenir des chercheurs éthiques, à devenir des hackers bienveillants, à devenir des hackers éthiques pour protéger l'infrastructure numérique. Voilà, notre vidéo a pour but informatif. L'amateur également parfois appelé script kiddie. Vous voyez, script kiddie, ça veut dire c'est un enfant qui maîtrise seulement les scripts et sait pas ce que ça se passe derrière. Profil et caractéristiques, souvent de jeunes autodidactes utilisant des outils d'intelligence artificielle pour générer des scripts malveillants sans réelle expertise. Voilà. Donc la motivation ici c'est quoi? C'est le plus souvent le divertissement ou la réputation. Ça veut dire pour montrer que non, je suis fort, j'arrive à craquer tel système, j'arrive à craquer tel programme, j'arrive à craquer tel logiciel. Donc vous voyez, c'est ça. Eux ils utilisent le plus souvent les logiciels qui sont open source. Voilà, les logiciels qui se trouvent à la portée de tout le monde. Maintenant l'activiste.
La puissance du nombre. La motivation idéale cherche un changement politique ou économique. Leur force réside dans la collaboration de centaines d'attaques. Ouais. Donc l'activiste ici, je prends un exemple, les gens qui décident de faire une protection de l'environnement, ouais, ils ont une volonté qui est là, qui est quoi, qui est de protéger l'environnement. Donc voilà, les activistes en cybersécurité, voilà, ils peuvent avoir cette motivation. Et leur attaque le plus souvent, c'est quoi? Les techniques d'attaque, c'est pas déni de service. Déni de service, ça veut dire attaque le serveur de telle sorte à ce que le serveur soit surchargé ou bien le serveur soit saturé d'informations et que le serveur ne peut plus traiter les informations en excès et que alors là, il y a blocage du système, il y a blocage du fonctionnement correct du système. Donc, c'est ça on appelle souvent attaque par déni de service ou bien attaque par déni de service distribué. Ok. Donc, les organisations criminelles, comme je vous ai dit, le groupe à la croissance la plus rapide, c'est une industrie lucrative avec des spécialistes travaillant à temps plein. Donc, les organisations criminelles, on a les gens qui vendent des armes, les gens qui vendent des drogues, des stupéfiants. Donc, pour rendre, bon, je dis entre parenthèses, pour rendre légal leurs transactions, ils sont obligés de passer sur les dark web pour se cacher. Voilà, les organismes pour le blanchiment d'argent. Donc, ils utilisent le réseau dark web pour échanger les informations, pour échanger les données, même utiliser également les mails cryptés, les mails qui se trouvent sur le dark web, de telle sorte que lorsque eux envoient des mails entre eux, personne n'est capable de intercepter ni de pouvoir les lire. Voilà. Oui, le hacker d'État, donc ici, on peut prendre, c'est comme si c'était un agent secret, lui. En tant que hacker d'État, son arme préférée ou de prédilection, c'est quoi? Ce sont les outils informatiques. Donc, avec des hackers, il peut hacker les systèmes, il peut pirater les données d'un autre État, il peut pirater les données gouvernementales d'un autre pays, il peut pirater les secrets d'État. Voilà. Il peut pirater, espionner, voilà, les entreprises, voilà. Donc c'est ça que on appelle le hacker d'État. Donc il est financé par le gouvernement, il est financé par un pays, il est financé par une nation. Voilà. Donc lui, son travail, c'est être au courant des évolutions, du progrès, intercepter les transactions numériques, les flux de communication qui circulent autour du globe. Voilà. Donc, si vous essayez de voir ça dans la carte de cyberattaque, vous voyez le nombre de attaques par seconde qui se passent autour du globe. Voilà. Donc, lui, ici, il vole les secrets de fabrication, les secrets de défense, voilà, pour son pays, pour sa nation. Ok. Utilisateur interne, comme on a également dit, l'utilisateur interne, c'est une personne autorisée à exploiter ses droits d'accès légitimes pour nuire à l'entreprise. Voilà. Donc la motivation ici, ça peut être une vengeance ou gain financier. Ok. La zone grise de la cybersécurité. Donc, on a composition fluide. Les activistes peuvent recruter des amateurs pour gonfler leur rang. Les États font parfois appel à des organisations criminelles pour nier toute implication officielle. Camouflage. Certains experts se font passer pour des amateurs scrupuleux pour induire les enquêteurs en erreur et masquer leur réelle sophistication technique. Voilà. Ok. Maintenant, les chercheurs, ça veut dire le hacker éthique. On va prendre ici deux exemples de Brian Krebs et Georgia Widman. Voilà, ce sont des experts en cybersécurité et utilisent leurs connaissances pour faire du bien. Donc, comme je le disais, le but de ces formations, c'est la sensibilisation d'abord, parce qu'on est sur la théorie. Donc, ces théories sont juste pour la sensibilisation. Vous allez voir quand on sera sur les pratiques, vous allez voir que vraiment la cybersécurité ou le hacking, c'est vraiment un secteur dangereux parce que avec les 2-3 bases de hacking, tu peux faire déjà souffrir un serveur. Donc, vous voyez, voilà.
Donc, le but de ces formations, c'est d'informer, je peux dire d'évangéliser, de sensibiliser, d'informer les gens sur l'importance de la cybersécurité, de comment se protéger et l'importance de faire du bien. Voilà. Voici notre lab pratique audit Cybercorp. Scénario Cybercorp, distributeur cloud subit une attaque. Analyser les indicateurs et identifier l'acteur. Indicateur A. Plusieurs milliers de requêtes par seconde saturent le portail client. Indicateur B. Un message sur les réseaux sociaux lie l'attaque au refus de Cybercorp de retirer ses services d'une zone de guerre. Indicateur C. Des logs montrent qu'une clé de chiffrement a été partagée depuis une adresse IP interne vers l'extérieur. Consigne. Déterminer les types d'acteurs impliqués et proposer deux mesures de défense immédiate. Corriger. Voilà, c'est notre matrice de remédiation. Ici, on a 4 indicateurs. On a la saturation du réseau. La saturation du réseau, cela est dû à quoi? Cela est dû à une attaque par déni de services distribués. Voilà, c'est ça qu'on appelle attaque par DOS. Donc ici, là, c'est un activiste. Voilà. Fuite de clés internes. Là, c'est quoi? C'est un utilisateur interne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut révoquer immédiatement les accès suspectés et isoler les comptes. Contexte géographique potentiel état. Donc, analyse forensique approfondie pour détecter les malwares persistants. Action globale. Équipe sécurité. Mise à jour urgente des correctifs et audit de privilèges. Voilà, c'est sur ça que prend fin notre module d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Et bonne journée. Merci.